Bon bah bonjour à tous, hein. Bonjour, bonjour. Voilà, bon, on sait toujours pas faire une belle intro, c'est pas grave. Mais ouais, bah, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais peut-être oublier de valider le nouveau, ouais, le titre. Faudrait peut-être que j'appelle les sujets numéro un. Voilà, bon, je pense que je vais faire une playlist à part plus tard sur YouTube pour les sujets que j'attaquerai comme ça en live. Je pense que ça sera plus pratique pour les gens qui veulent retrouver les sujets plutôt que de devoir chercher à travers les parlons maths. C'est peut-être plus simple comme ça. Mais enfin bref, ouais, aujourd'hui on a du boulot. On va se taper le sujet Putnam 2025. Et bon, là franchement, c'est du freestyle, d'accord? Parce que j'ai pas eu le temps de regarder le sujet avant. Je tiens quand même à le préciser, c'est important. Parce que si j'avais eu le temps de le travailler un peu avant, peut-être que j'aurais pu proposer des résolutions propres. Là, je vais vraiment, vous allez voir vraiment ma réflexion directement en jeu devant vous. Mais c'est d'autant mieux, je pense, et je pense que je ferai la même chose pour les sujets concours par la suite. Donc, je pense à l'agrégation interne, je pense bah, à l'agrégation externe aussi, je pense au sujet concours prépa par la suite, etc. Enfin bref, je pense que ça peut être cool d'essayer de se donner un temps en plus pour parler un peu des sujets. Ça reste dans la continuité grosso modo du projet de la chaîne d'être proche des gens qui préparent les concours. Et puis bon, là vraiment Putnam c'est juste pour s'amuser, hein, donc ne vous attendez pas à des folies. Il y a quand même de grosses chances parce que bon voilà, c'est pas n'importe quel concours quand même. Putnam c'est un très gros concours proposé en Amérique du Nord qui est proposé donc chaque année. Et bah, les gens qui réussissent ce type de concours se retrouvent dans des écoles très prestigieuses telles le MIT ou Oxford, enfin bref, toutes les très grandes universités auxquelles vous pouvez penser. Toutes les entrées, toutes les portes ouvertes se proposent aux gens qui réussissent grandement ces concours-là. À savoir qu'il peut arriver qu'il y ait des problèmes pour lesquels les gens n'ont pas de solution. Ça peut arriver. Alors, quand je dis pas de solution, c'est pas de solution. En tout cas, parmi tous les candidats qui étaient présents, personne n'a été capable de donner la solution. On a déjà parlé, reparlé, même par rapport à déjà un autre youtubeur qu'on avait parlé, reparlé d'un exercice qui venait justement d'un sujet Putnam. Bref, je vois que je suis pas centré. Je vais peut-être essayer de me centrer un peu. Tentative de centrage. Attention, évidemment, c'est dans le mauvais sens. Hop, voilà. Ah, c'est un peu mieux. Ok. Peut-être un peu mieux de me voir au centre quand même. Je vais même tourner un tout petit peu parce que je sens que je vais me focaliser ensuite sur la tablette et du coup bah, ça va pas le faire. Voilà, et puis bah, j'essaye pour la première fois hein, par rapport aux autres lives et même par rapport à pas mal de vidéos. Je pense que c'est la première version longue que vous allez entendre et voir avec la nouvelle caméra et le nouveau micro. Il y a déjà eu l'enregistrement du complément qui sortira plus tard et qui a été fait avec le nouveau micro et la nouvelle caméra. Sauf que j'avais pas encore très bien réglé le micro, je pense, mais j'ai réussi à compenser ça en augmentant le volume sur les vidéos que j'ai pu faire et sur le montage que j'ai dû amener. Bref, vous verrez ça à la sortie. Mais voilà, donc bah, encore une fois, ça est l'occasion de me dire ce que vous en pensez du retour caméra et du retour micro. Euh, je pense que ça me plaît beaucoup. De toute façon, pour avoir fait quelques tests, j'étais assez content. J'ai eu des retours à la suite du short que j'avais fait où j'ai annoncé ce changement de matériel. Donc bon, bref. Je pense qu'on va pas trop tarder parce que je vais avoir vraiment besoin de terminer à 18h. Donc bah, je vais bouger un peu mon setting là, histoire de vous permettre de voir l'écran. Tac, tac, tac. Bon, alors c'est tout mon trifouillis. Là, vous voyez tout mon trifouillis sur ma tablette. Voilà, presque comme d'habitude. Bon, après, des fois, je ne le montre pas, mais là, voilà, vous le voyez. Alors, je vais essayer de me mettre pas trop petit non plus parce que j'aimerais quand même que vous voyez un peu mes réactions. Et puis bah, je vais ouvrir le sujet, hein. Je le répète, je l'ai à peine lu. Vraiment, je l'ai à peine lu. Il y a peut-être deux problèmes que j'ai lu un petit peu et je peux avoir un peu de recul, mais en vrai, je l'ai à peine lu ce sujet. Donc ça va être une totale découverte. Et je me suis permis de télécharger aussi les solutions parce que bah, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chances
que je n'arrive pas à résoudre le problème ou chacun des problèmes rapidement. Ça m'étonnerait. Très très grande chance. Mais au moins peut-être discuter de la résolution, ça peut être sympa. Voilà. Bon bah écoutez, on va partir donc. Tac, j'ouvre. Et donc voilà à quoi ressemble le sujet Putnam de cette année 2025, qui est donc tombé la semaine dernière. Alors c'est que de l'anglais, oui, je le comprends, je le conçois, donc je vais vous traduire les énoncés à l'oral, en tout cas autant que faire se peut. Et puis bah, une fois que je vous aurai fait la traduction, on pourra réfléchir ensemble, etc. Et puis plus bas, il y a les solutions, mais je ne vais pas y jeter un œil pour l'instant. Donc, comme dans tout sujet Putnam qui se respecte, on a 6 problèmes pour le sujet A. Alors là, sujet A et sujet B sont mis tous ensemble. Et on a également 6 problèmes pour le sujet B. Généralement, les sujets sont rangés dans l'ordre crescendo. Donc, c'est-à-dire, le A1 est relativement simple. Bon, pas toujours super simple, mais relativement, hein. Et puis, on avance jusqu'à A6, qui est un des problèmes les plus durs, donc dans le sujet A. Et pareil pour les sujets, enfin le sujet B, on a les questions qui vont de B1 jusqu'à B6. Et voilà, entre guillemets, encore une fois, plus simple au plus difficile, sachant que toutes les questions sont d'un niveau difficile, hein, quand même. Je tiens à le spécifier. Bon, alors ceci étant dit, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet quand même. Et on va attaquer donc avec le problème A1. Alors, on va déjà traduire l'énoncé. Donc on a M0 et N0 des entiers positifs distincts, donc strictement positifs, hein. Quand on dit positif, hein, positive integer, ça sous-entend que c'est positif strict, hein, c'est la convention anglaise. Donc on a M0 et N0 des entiers naturels non nuls. Et on veut que pour tout entier, positif K, on considère MK et NK qui sont premiers entre eux. Donc pour tout cas entier naturel, on considère MK et NK des entiers qui devraient être premiers entre eux. Je pense que c'est ça qu'on entend par relatively prime. Des fois, on dit en anglais coprime. Et je pense que là, relatively prime, positive integer, je pense que ça sous-entend qu'ils sont premiers entre eux. En tout cas, quand on voit la fraction, ça a l'air de vouloir dire ça. Et tel que, eh bien, on veut que MK, NK, donc je vais écrire la condition, MK divisé par NK est égal à 2 fois MK moins 1 plus 1 sur 2 fois NK moins 1 plus 1. Je pense que c'est ça la relation que l'on veut. Exactement. Et on veut prouver alors que M 2K plus 1 et N 2K plus 1 sont premiers entre eux. Sauf pour un nombre fini d'indices K. Donc voilà comment on traduirait. Donc montrer que M, K et NK sont premiers entre eux. Je vais écrire comme ça. Sont premiers. Alors, j'ai pas. Ah oui, c'est 2, pardon, excusez-moi. C'est pas NK, MK, c'est 2 fois MK. Parce que ça, on sait déjà que c'est premier entre eux. Je suis bête. Donc ça, plus 1 est premier avec 2 NK plus 1 pour un nombre fini. Sauf pour un nombre fini. Donc sauf pour un nombre fini d'entiers. Ok. Bon. Alors, comment attaquer cet exercice? Donc total freestyle, hein. Là, j'ai pas du tout travaillé l'exercice avant. Je le découvre en même temps que vous. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bon, c'est assez bizarre déjà. Quand on a un énoncé qui dit on doit avoir un nombre fini d'entiers pour lequel la condition du dessus n'est pas vérifiée, c'est quand même assez bizarre. Ça sous-entend qu'il y a peut-être une question de
propriété qui est quasi certaine d'être vérifiée. Un nombre fini d'entiers, ça peut laisser penser à une question de polynôme. Voilà peut-être deux, trois trucs qui me viennent à l'esprit, même si je suis pas serein en pensant à ça. Donc on pourrait éventuellement penser à une question de polynôme et le nombre fini d'entiers pourrait correspondre à une espèce de racine. Sauf que ça serait un peu bizarre parce que des racines de polynôme, pour que ce soit des racines d'un polynôme entier, ça me paraît un peu étrange. Mais bon, ce serait a priori pas si impossible que ça. Mhm. Après, on a les deux fractions qui sont égales l'une par rapport à l'autre. Je pense que ça veut dire des choses. Donc là, les deux fractions sont égales l'une par rapport à l'autre. Donc on doit avoir une question de divisibilité qui doit apparaître. Si je m'amuse, là, peut-être tout de suite, j'ai envie de faire ça. Juste en jouant avec l'égalité. Donc là, je vous écris en rouge vraiment les premières idées qui me viennent. Vraiment, voilà. Premier truc qui me viennent à l'esprit. Et puis on va voir si c'était une bonne idée. Donc, moi j'aurais très bien envie d'écrire que ça c'est la même chose que mk fois 2n moins 1 plus... Enfin, 2nk moins 1 plus 1. Et ça, je veux que ce soit égal à nk, pardon, fois 2mk moins 1 plus 1. Donc j'ai cette égalité. Et je sais quand même que mk et nk sont premiers entre eux. Et comme mk et nk sont premiers entre eux, bah, ça voudrait dire que nk doit diviser 2nk moins 1 plus 1, j'ai l'impression. Donc ça impliquerait que nk doit diviser 2nk moins 1 plus 1, j'ai l'impression. Et que mk doit diviser 2 mk moins 1 plus 1 peut-être. Voilà, c'est vraiment la première idée qui me vient. Donc là, tout de suite, j'ai envie de tilter là. Je me rends compte, je pense, que je me rends compte d'un truc important, c'est que on peut pas, on peut pas avoir nk qui est pair ou mk qui est pair. Ça, c'est pas possible. Donc là, tout de suite, j'ai envie de dire, ok, nk et mk sont impairs. Bon, c'est probablement un truc un peu mineur, mais ça a l'air de jouer un rôle, parce que sinon, pourquoi on aurait écrit deux fois un entier plus un? Là, comme ça, j'ai envie de faire ça. Après, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire? Donc ouais, comme mk et nk sont des nombres impairs, ça paraît logique de vouloir jouer avec des diviseurs impairs. Ouais, c'est tordu cette affaire, hein. J'ai envie de jouer avec des diviseurs impairs. J'ai envie de dire, je vais prendre un diviseur impair dk qui diviserait. Alors je sais que ça peut pas diviser mk et nk parce qu'ils sont premiers entre eux, mais je pourrais considérer un diviseur impair de 2mk plus 1. Donc là comme ça, j'ai envie de dire, je vais prendre dk diviseur de 2n. Je vais mettre 2nk plus 1, quitte à changer les indices, hein, c'est pas grave. Je vais faire ça. Et donc dk impair. Et tant qu'à faire, on va prendre aussi dk qui divise 2mk plus 1. Juste pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Hmm. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire la soustraction. En ayant écrit ça,
J'ai envie de faire une soustraction. J'ai envie de dire... Parce que si je fais la soustraction, je me retrouve avec la soustraction de nk moins mk en fait. Du coup, je peux me ramener par rapport à nk plus 1, mk plus 1 à un truc qui est lié à nk, mk. Vous voyez, j'ai envie de faire un truc comme ça. Après, je sais absolument pas si j'arriverai à conclure avec cette idée-là, mais j'ai l'impression qu'en jouant avec ce genre de truc, ouais, bon, alors je vais essayer d'avancer parce qu'on a un timing à peu près à respecter quand même. Mais si j'essaye d'avancer dans ce sens-là, j'ai envie de faire 2nk plus 1 moins 2mk plus 1. Alors attendez, je vais essayer de l'écrire en partant de vraiment le point de départ que j'ai en tête. J'ai envie de jouer d'abord avec nk plus 1 moins mk plus 1. Et là, j'ai envie de jouer avec la fraction. Donc si j'ai envie de jouer avec la fraction, j'ai peut-être envie... Hmm, j'ai peut-être envie de faire nk fois 1 moins mk plus 1 sur nk plus 1. Et là, je pourrais remplacer, donc ça ferait nk fois 1 moins, et là j'ai 2mk, 2mk plus 1 sur 2nk plus 1. Donc voilà, j'ai ça. Et là, j'aimerais remettre en facteur, donc j'imagine que j'ai nk sur 2nk plus 1. C'est là où je me dis que j'ai peut-être pas écrit la fraction dans le bon sens. Enfin, j'ai pas écrit la soustraction dans le bon sens, a priori, ou fait la division dans le bon sens. Parce que je sais que nk divise 2nk-1, donc il y a un truc. Là, il y a un truc. Donc, plus 1, plus 1. Là, il y a un truc de divisibilité qui pourrait être utile. Et après, j'aurai quoi? J'aurai 2nk plus 1. Donc le plus 1 vont simplifier. Là, je vais avoir 2 fois mk. 2 fois nk, mk. Ouais, c'est ça. 2 fois nk, mk. Moins mk. Je peux enlever une parenthèse. Donc je me retrouverai avec m. Ouais. Bon, ça a l'air bien galère, hein, comme attendu. Donc là, a priori, j'arrive avec ouais, donc 2 fois nk plus 1 sur 2 nk plus 1, comme ceci. Le tout fois nk moins mk. Et je pense qu'il y a un truc à faire avec les diviseurs impairs de 2nk plus 1. Il doit y avoir un truc à faire. J'arrive pas trop à voir quoi. Donc je pense que je vais arrêter là-dessus, puis je vais regarder un peu la résolution, voir si ça colle avec les idées que j'avais. Mais voilà, je vous ai partagé un peu les premières idées qui me venaient. Bon voilà, on n'aura malheureusement pas le temps d'aller très loin dans la résolution des exercices, mais bon voilà, je m'y attendais un petit peu, hein, c'est le principe quand même là des sujets Putnam en plus. Donc, alors j'avais mis les corrections plus bas, bah voilà, très bien, donc on va regarder la correction. Je vais essayer de me cacher quand même les autres corrections, même si c'est pas évident. Voilà. Donc si je regarde la correction de A1, du coup comment ça marche? Voilà, bah, vous voyez ce que je vous avais dit? Tiens. Voilà, on joue sur un facteur qui va être impair du coup, et un facteur, alors là apparemment on prend le plus grand facteur, euh, facteur impair qui divise à la fois 2mk plus 1 et 2nk plus 1. Et vous voyez ça? Voilà, regardez. Voilà. Donc on voit la soustraction, l'idée de la soustraction qui ressort, en disant qu'on considère en fait le facteur premier, enfin pardon, le facteur impair le plus grand qu'on puisse avoir. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, et donc on arrive à, voilà. Donc à mon avis, ce que j'avais comme égalité, hein, ce que je vous avais montré comme égalité, ça devait être la clé hein, du truc. Et il fallait ensuite regarder, penser à regarder le facteur le plus grand.
le facteur impair le plus grand, et voir qu'on peut ordonner les facteurs impairs les plus grands. Et de manière un peu étonnante, on ordonne dans le sens décroissant. Mais comme la décroissance, bah, ça ne peut pas décroître un nombre une infinité de fois, puisque là on est en train de faire une suite décroissante. Donc voilà d'où va venir la finitude. Elle va venir du fait que la suite des facteurs impairs que l'on doit avoir, c'est une suite qui doit être décroissante d'entiers positifs. Donc bah, forcément on va décroître strictement à des pas, à un certain nombre de pas finis. Et sinon bah, on doit décroître tout court. Donc en décroissant strictement, il y a un moment donné on va atteindre 1. Et en atteignant 1, bah après c'est fini, on restera toujours avec 1. Donc du coup, le plus grand facteur de notre affaire serait 1. Ça veut dire que du coup, enfin, le plus grand facteur commun, pardon, je pense que c'est globalement l'idée. Le plus grand facteur commun va devoir être égal à 1 pour pouvoir assurer maximum. Enfin, pour pouvoir assurer qu'au bout d'un moment, ça doit plus bouger. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à conclure. Donc là, bon, ouais, j'ai pas lu le détail en anglais, mais je pense que ça va dans cette direction. Donc ouais, en effet, on a égalité sur le facteur impair de cette soustraction si ce facteur est égal à 1. Et voilà, bah, vous voyez, ouais, non-increasing sequence, donc c'est pas une suite croissante. Voilà, c'est une suite décroissante, decreasing only when decay is greater than 1, donc ça décroît seulement je vais arriver, dk est plus grand strict à 1, et du coup voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. En fait, c'est exactement écrit ce que j'ai dit. Donc j'étais plutôt bien parti finalement, c'est pas mauvais, j'avais tellement peur, je me dis je vais être mauvais moi. Mais non, ça va, c'est pas si moche. Bon, je vous promets pas une réussite pour chaque problème de toute façon. L'idée c'est vraiment juste de discuter comme ça, hein, de vous proposer de parler un peu du sujet et de continuer avec les problèmes. Bon, j'ai pris un peu de temps pour A1, on va essayer de prendre un peu moins de temps pour le suivant. Alors pour A2, donc A2, on vous demande de trouver, donc je traduis encore une fois, de trouver le plus grand réel A et le plus petit réel B, tel qu'on a les inégalités suivantes. Donc je vais essayer de les réécrire. Ah, j'ai un petit bug d'affichage, bon, c'est bon. Donc A2, on veut que A fois... Alors attendez... Ah, c'est la même expression de chaque côté. Donc x fois pi moins x, et on a sinus entre-temps. X fois pi moins x, inférieur égal à sinus x, inférieur égal à b fois x, pi moins x. Alors, tac, 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 trouver a et b, et on veut ça dans l'intervalle 0pi. Ok, donc on veut trouver la plus grande valeur de A et la plus petite valeur de B de façon à ce que ces inégalités-là soient respectées dans l'intervalle 0pi. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 0,1, c'est 0pi. Ok. Bon alors là, il y a un truc tout de suite qu'on a envie de faire, surtout quand on veut démontrer des inégalités comme celui-là, enfin comme celle-là. Je pense que un réflexe, c'est de se dire, je vais regarder la fonction sinus x divisé par x fois pi moins x. Je pense que j'ai très 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 envie de regarder cette fonction. Et le but du jeu, c'est en fait de trouver un majorant et un minorant à cette chose. Et donc, en fait, plus précisément, il faut trouver la borne inf et la borne sup de ce truc-là. Donc, on aurait envie de dire, ah, ça serait la borne inf de ce truc-là. Bon, bien sûr, je pense qu'il va falloir être plus explicite que ça. Mais je pense que, ouais, à mon avis, il y a au moins cette résolution-là qui marche. J'en ai une autre qui me vient à l'esprit, mais je vais vous en parler après. Je vais essayer de garder ça sous le coude. Mais en tout cas, là, je pense un des premiers réflexes quand on voit ces inéquations, c'est de se dire, bon, bah, j'ai la même fonction à gauche, à droite, j'ai très envie de diviser, ça n'a pas l'air trop moche de diviser, parce que bon, on aurait peut-être un problème en 0 et en pi, mais ces problèmes en 0 et en pi, ça va être compensé parce qu'on est en train de diviser un sinus x, qui lui s'annule aussi en 0 et en pi, et 2 plus se comporte bien quand on fait sinus x sur pi moins x, ça va bien se passer. Donc, bon, j'aurais très envie de faire ça. Et donc, en ayant très envie de faire ça, bah après, j'imagine que, bon, là, je vais peut-être pas faire le détail du calcul, mais j'imagine qu'on va avoir très envie de calculer la dérivée. Je
suppose, parce que l'exercice n'est pas si évident, là on va se retrouver avec un truc moche au numérateur divisé par un truc plutôt sympa au dénominateur. Donc j'imagine que on va devoir étudier le truc moche au numérateur. Voilà. Donc j'imagine qu'on va calculer f', voilà. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Mais de f', on va pouvoir écrire sous la forme g de x sur x fois pi moins x. Mais malheureusement, g de x, le signe de g de x va peut-être pas être très simple, parce que ça va être un produit de cosinus-sinus avec des x et des pi moins x qui traînent, qui vont pas être très, très agréables à manipuler. Donc j'imagine qu'il va falloir dériver le g. Bon, j'espère que c'est pas trop en tiroir. J'imagine peut-être qu'avec G' ça va se terminer. Peut-être que ça va aller plus loin, hein, c'est pas impossible. Peut-être que G' s'écrit en fonction d'un autre truc et cet autre truc est plus simple à manipuler. Bon, je pense que ça devrait marcher. C'est peut-être un peu long, mais ça devrait marcher. Euh, Donc j'ai envie de faire ça. Puis à la fin de l'étude, bon, regardez ce qui se passe en zéro, ce qui se passe en pi, parce que là, oui, la dérivabilité, ça ne marche que sur 0 pi ouvert, hein. Je vais quand même le préciser, c'est important. Donc la dérivabilité, je peux la faire sur cet intervalle 0 pi ouvert. Euh, Ouais, j'imagine, ouais, je vais connaître le signe de G', tout ça, et je pense que ça va me permettre de conclure. Alors, est-ce que je serais capable de deviner quelles seraient les valeurs de A et B, là, comme ça? Allez, pour le fun, j'imagine que A, ça va être genre 1 sur pi. Ça me paraît pas totalement délirant en imaginant que la fonction puisse être croissante puis décroissante ou un truc comme ça. Et après, le maximum de B, là, par contre, c'est chaud. Là, c'est chaud. Alors, je vais vous dire tout de suite mon autre idée, peut-être, parce que j'ai eu une autre idée qui m'est venue, mais je suis absolument pas sûr si elle peut être menée à bien. C'est de penser à un autre truc. Alors, c'est vrai que ce réflexe, on l'a pas souvent en prépa, et pourtant, je trouve que c'est quand même un réflexe important. Euh, c'est le fait de penser aux inégalités avec les développements limités. Et là, ici, j'aurais très 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 envie d'utiliser le fait que sinus x c'est inférieur ou égal à x moins x cube sur 3. J'aurais très envie de faire ça parce que bah, du coup, je vais pouvoir comparer un peu l'inégalité que je veux avec mon polynôme de degré 2 par rapport au polynôme de degré 1. Et peut-être que je dois faire encore une fois le quotient, je dois diviser par x et regarder ce qui se passe ensuite avec x moins pi de part et d'autre. Peut-être. J'avoue que là, ouais, je pense que j'aurais très envie de diviser par x, donc j'imagine qu'il y a moyen. Voilà, par contre, je divise par x, donc du coup, je pense que ça va se jouer en valeur absolue, peut-être, inférieur ou égal à. euh, ouais, ouais, j'imagine. Il va falloir la jouer avec la valeur absolue. Et après, bon, après x, oui, oui, je suis bête. J'ai oublié que je peux enlever les valeurs absolues, je suis bête. Je peux la jouer juste. euh, Alors attendez, est-ce que j'ai mis l'inégalité dans le bon sens? Ah, je l'ai peut-être mis dans le mauvais sens, excusez-moi. Ouais, c'est dans le mauvais sens. C'est dans l'autre sens. Ouais, parce que, bon, ouais, juste pour vous montrer pourquoi j'ai eu un doute sur quel sens c'était et comment j'ai réussi à me rattraper, c'est que quand on dessine le sinus, bah, on va avoir un truc qui ressemble à ça. Voilà. Et je pense que donc x c'est censé en valeur absolue être plus grand que sinus, donc on devrait avoir ça. Et normalement, l'étape suivante, puisque c'est que de la somme alternée, l'étape suivante doit être légèrement en dessous de la fonction. Donc normalement, j'imagine qu'on va avoir un truc comme ça pour x carré. Alors après, ça va pas tenir sur tout l'intervalle. Je sais même pas d'ailleurs sur quel. Faudrait peut-être vérifier sur quel intervalle ce truc-là peut tenir. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moyen d'utiliser l'un développement limité. À voir. Bon, ok, je vous propose de regarder la correction parce que comme j'ai dit, j'aimerais essayer de faire le tour de tous les problèmes. Mais je pense que je suis plutôt pas mal à mon avis. Je pense que ouais, l'étude de fonction, elle a de fortes chances de marcher. Alors voyons. Donc je me concentre vraiment sur A2. Je vais même. Je peux pas faire un zoom pour me concentrer uniquement. Ah yes. Ok, comme ça m'évite de lire ou de tenter de lire ce qui se passe à côté. Donc, ah bah voilà, A égale 1 sur pi. Ah yes, ah trop fort. Ok, bon 4 sur pi carré, je l'aurais pas trouvé, je pense. C'est un peu la... Ouais, ou à la rigueur, on aurait pu le trouver en se disant, mais quel est le maximum pour x fois... Ouais, c'est ça, c'est le maximum de x fois pi moins x.
Si je prends pi sur 2, le maximum c'est atteint pour pi sur 2 et ça fait pi carré sur 4. Et donc il faut prendre l'inverse. Ok, mais un peu, ouais, un peu moins facile de trouver le B. Je pense que j'aurais pu le trouver si j'avais réfléchi un peu plus. Mais ouais, A égale 1 sur pi, bon, voilà. Je m'y attendais un peu. Et je pense qu'il y a de fortes chances que ça doit être croissant puis décroissant si on dessine la fonction. Bah voilà, regardez, voilà comment une résolution proposée. C'est exactement ce que j'ai commencé à vous dire. En disant, bah, une fois qu'on a dérivé, on va avoir un truc de la forme g de x sur le carré du dénominateur. Et on travaille avec g de x parce que c'est pas évident. Voilà. On voit vraiment en action ce que j'ai dit. Donc c'est nickel. Voilà. Bon, bah, je suis content. C'est parfait. Voilà. Bah, j'aurais su résoudre un exercice jusqu'au bout. C'est cool. C'est bien. Je pense que c'est bien. Ok, et du coup, apparemment, il y a une autre solution. Ah, mais c'est sur 6, je suis bête. Mais oui, il y a factoriel. Bah oui, factoriel 3. Bah oui, oui, oui. Mais ah, mais voyez, bah voilà. Et l'inégalité, oui, je l'avais écrit dans le mauvais sens. Ben voilà, voyez, l'inégalité, je vous ai dit, il y avait peut-être des chances d'utiliser, de devoir utiliser cette inégalité. Bah voilà. Voilà, en effet, apparemment, une autre solution pouvait marcher en utilisant l'inégalité sur le développement limité. Ah, c'est trop drôle. Ok. Trop, trop bien. Donc il y avait une autre solution qui pouvait se faire comme ça. Alors par contre, il faut faire peut-être une petite étude. Euh, Bon, après, il y a un jeu d'inégalité un peu pourri, utilisant pi carré inférieur à 12. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mais ouais, apparemment, ça a l'air de marcher, ce truc-là. Bon, par contre, il faut avoir quand même un bon guess de ce que peut être A et B, apparemment. Ouais, c'est ça. Faut avoir un bon guess quand même de savoir que A et B, ce sont les valeurs qui sont écrites là. C'est pas si évident à voir comme ça de prime abord, hein. Il y a même une troisième solution, ok. Ah ouais, utiliser de l'intégration, d'accord. Ouais, donc encore une fois, une inégalité sur un développement limité ou un truc du genre. Donc là, c'est un truc par rapport à cosinus, j'ai l'impression. Ah ouais. Non, c'est pas un développement limité, c'est la convexité, pardon. C'est la convexité qu'on utilise. C'est la convexité qu'on utilise. Donc l'inégalité qui a l'air d'être utilisée pour remplacer cos t par ce truc-là, c'est la convexité, je pense. Parce que là, on est en train de prendre la corde entre 1 et pi sur 2. Et cette corde-là, elle va être en dessous de la fonction cos, parce que cosinus est concave sur 0 pi sur 2. Je pense que c'est ça qui est fait ici. Voilà. Bon, ouais, c'est vrai que là, je suis pas en train de vraiment lire mot à mot ce qui est écrit en anglais, mais je suis sûr que ce qui est écrit en anglais doit coller avec ce que je suis en train de dire en français. C'est pas grave. For the upper band. Ouais, on utilise le fait que sinus est concave. Bon, voilà, voilà. Donc, ouais, cosinus est concave juste avant, et là, sinus est concave pour la deuxième partie, mais sans intégrale. Ok, ok, amusant, amusant. Est-ce que la solution... Ouais, ça, la solution s'arrête là, donc j'arrête de lire. Ok, très chouette, très bien, très amusant. Ok. Bon, j'étais plutôt pas mal, hein, ça va? Ça va. Bah alors, problème suivant. Je suis désolé, il faut que j'enchaîne un peu parce que bon, ouais, en 1 heure, je sais pas si je vais réussir à le faire en 1 heure. Il y a peut-être des chances que je devrais plutôt me pencher juste sur les problèmes A pour aujourd'hui. Et finalement, la semaine prochaine, peut-être pas faire call du soir et avancer plutôt sur le sujet Putnam en faisant les problèmes B. Ça me paraît un peu plus réaliste parce que je vois que je passe un peu plus de temps que ce que je pensais sur chacun des problèmes. Et là, il va me rester déjà plus qu'une cinquantaine de minutes. Donc ouais, je pense qu'on va le faire comme ça. À mon avis, la semaine prochaine, on continuera Putnam en travaillant le sujet B. Enfin, les problèmes du sujet B. Je pense que ce sera mieux comme ça. Ça permettra d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir sur les problèmes. Ok, donc A3. Alors, on a Alice et Bob qui jouent à un jeu sur une corde avec n entier. Bon, d'accord. Bah, enfin, une corde. Ouais, ici, string, c'est juste un mot peut-être avec n et n digits. Bon, là, c'est n données. Donc n valeurs, si vous préférez, comme des valeurs binaires. Et donc, each of which is restricted to be 0, 1 or 2. Donc, ok, donc chaque valeur qu'on choisit, c'est soit 0, 1 ou 2. Donc, à l'initiale, toutes les données valent 0, donc toutes les valeurs valent 0.
Donc, a legal move is to add or subtract one from one digit to create a new string that has not appeared before. D'accord. Ah, ok. Donc, si on veut pouvoir. Donc là on a moyen de bouger à partir d'une donnée avec n valeurs. On a moyen de bouger d'un code à un autre seulement en additionnant 1 ou en soustrayant 1 à chacune des valeurs qui sont sur notre ligne, disons. Donc je pense que c'est ça que c'est dit. A player with no legal moves lose. Ok, donc si on se retrouve avec une donnée ou à un moment donné, enfin une donnée, ou à un moment donné, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais si à un moment on se retrouve avec une ligne de valeur pour laquelle on n'est pas capable d'ajouter ou de soustraire de soustraire 1 sans malheureusement sortir du cadre de 0, 1, 2, alors dans ce cas-là, je réfléchis quand même à ce que je lis. Ah, on peut créer une nouvelle. Ah oui, j'ai oublié de lire qu'il y avait une nouvelle string. Donc on n'est pas seulement sur la même string, apparemment. On n'est pas sur la même string. Ah mince, j'ai un bug d'affichage. Ok, c'est parti. Alors attendez, il faut que je le traduise correctement. Donc un move légal, c'est soit d'ajouter un ou de soustraire un à partir d'une donnée, d'une valeur, quoi. Pour créer une nouvelle corde. Ah oui, donc là, non, enfin, la nouvelle corde, la nouvelle donnée plutôt. Oui, donc c'est ça, non, c'est bon. Ok, ok. J'ai cru qu'il y avait un truc de diviser les- la ligne de données en plusieurs lignes. Mais non, c'est vraiment la même ligne et après on a le droit de additionner un ou soustraire un à chaque étape. Donc si on se retrouve avec un joueur qui n'a plus de move légal, alors ce joueur perd et l'autre gagne. Donc on a Alice qui commence et les joueurs vont alterner. Et pour n supérieur ou égal à 1, on demande de déterminer quel joueur, euh, déterminer quel joueur a une stratégie qui est gagnante. Lequel des deux joueurs va avoir une stratégie gagnante pour n'importe quel n supérieur ou égal à 1. Ok, bon, ça a l'air un peu technique ce truc-là. On va peut-être faire des exemples, hein, un réflexe hyper important à avoir quand on a un énoncé comme ça un peu technique. Ok, je vais commencer avec n égale donc n égale 1. Et donc on doit commencer avec quoi? Je me permets de relire. Tac, 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 tac. Donc on commence avec une ligne de 0. Donc là, la ligne de 0, il n'y a qu'un seul 0. Donc un move légal, c'est ajouter ou soustraire 1 à une des valeurs et qui permet de créer une nouvelle donnée, une nouvelle corne qui n'est pas revenue avant. Ah oui, donc c'est ça l'important, c'est il ne faut pas créer une corne qui n'a pas déjà existé. Ok. Oui, donc ça c'est important, d'accord. Donc par exemple, on va avoir. Donc c'est qui commence? C'est Alice qui commence? Ok, c'est Alice qui commence. Donc Alice commence. Donc elle commence à 0 et Alice n'a pas trop le choix parce qu'on n'a pas le droit d'aller dans les négatifs. Alice va devoir aller vers 1. Ok, donc Alice doit aller vers 1 comme ceci. Et après ce, Bob va aller vers 2 parce qu'il n'a pas trop le choix vu qu'il ne peut pas aller vers 0. Et c'est tout, bah, c'est terminé parce que Alice, au moment où elle doit jouer, elle peut pas faire demi-tour. Euh, donc ouais, Alice ne peut pas faire demi-tour. Donc ouais, et si je fais plus 1, bah, je sors des valeurs 0, 1 ou 2. Donc là, ça veut dire que Bob gagne. Ok, cool. Très bien. Bon, c'était peut-être un cas un peu trop simple, mais bon, ça permet de voir un peu ce qui se passe. Donc maintenant, si je commence avec n égale 2, alors on a 0, 0 pour Alice. Donc Alice, là, elle a le choix, soit elle peut faire 1, 0, soit elle peut faire 0, 1. Donc ça, c'est pour Alice. Pour Bob, à partir de lui, il peut décider de faire. Alors, il peut pas faire 0-0, mais par contre, il peut faire soit 2-0, soit 1-1. Ok. Et à partir de celui-là, pareil, il peut faire 2-0 ou il peut faire 1-1. Après, on se retrouve avec à nouveau Alice.
Donc 1-1, bon là il y a déjà un 1-1 qui est présent, donc je vais partir de ce 1-1 là et je vais barrer celui-là pour dire je continue avec le 1-1 qui est ici. Donc 2-0, 2-0, bah là 2-0 on peut pas faire grand-chose, hein, donc je pense que Alice va pas avoir de choix que de devoir ajouter 1 ici. Et ça va être la même chose ici, on va pas avoir trop le choix que de devoir ajouter 1 ici. Donc on va avoir 1, 2, pardon. 1, 2. Ok. Ensuite, c'est à Bob. Ah oui, puis pour 1-1, j'ai oublié, mais 1-1, on a le choix ici. Alice peut faire 2-1. Alors, je vais peut-être fermer mon arbre en faisant ça. Attends, je vais essayer de fermer mon arbre parce que ça fait une arbre à relation. Je suis content de voir un arbre à relation, donc je vais peut-être essayer de faire en sorte qu'on voit bien cet arbre. Tac, tac, voilà, très bien. Avec B, A alternant. Très bien. Donc, on se retrouve avec ça, ok. Je continue. Donc, 1-1, il avait les deux choix, c'est bon. Ensuite, Bob joue. Donc, Bob. Bob. Bob, il a deux choix, ouais. Il peut faire soit 1-1, soit 2-2. Et Alice. Non, toujours Bob ici. Bob ici aussi peut décider. Alors, 1-1, il peut pas. Oui, non, je suis bête. 1-1, il peut pas. Je suis un peu bête là. 1-1, il peut pas. Parce que 1-1 est déjà là. Mais il peut faire 2-2 par contre. Et c'est pareil pour 1-2. À partir de 1-2, on n'a pas trop le choix. 1-2, on doit aller vers 2-2. Et là maintenant, Alice est bloquée. Parce que si Alice essaye de faire un nouveau truc, eh bien c'est raté. Alice va devoir revenir sur un des nombres d'avant ou alors sortir du cadre. Donc là, encore une fois, Bob gagne. Bon, alors maintenant, ok, là on commence à voir un truc intéressant là sur cet exemple. Parce que je pense que ce qui va jouer, c'est le fait que la somme des entiers des données, c'est toujours impair pour Bob, quand Bob doit jouer. Et je pense que ça va impliquer qu'il y a toujours moyen de changer une donnée en quelque chose qui n'était pas déjà vu. Il y a peut-être un truc comme ça. Donc tout à l'heure, on avait combien de possibilités? Là, il y avait 3, 1, 2, 3 moves. Au bout de 3 moves, c'était mort. Lui, on arrive à 4, 5 moves. Ok, au bout de 5 moves, c'est mort. J'ai l'impression qu'il y a un 2n plus 1, peut-être, de moves qui va apparaître. Quelle est la stratégie, la meilleure stratégie? Ah, je pense que je sais. Ok. Je pense que la stratégie, ça serait la suivante. Alors, je vais pas faire la preuve parce que je vais pas avoir le temps de le faire. Mais je pense que j'ai l'idée de la stratégie. Je pense que l'idée de la stratégie va être la suivante. Alors, si on regarde un peu le tableau d'échange, ce qui semble être une très très bonne stratégie, c'est que si Alice, donc au premier pas, Alice, elle va forcément mettre un 1 quelque part. Parce qu'elle n'a pas le choix, on part de 0. Donc elle va forcément mettre un 1 quelque part. Nous, bon, à vrai dire, on a le choix. Soit on peut mener à 2, soit on peut ajouter 1. Ah oui, mince, j'ai oublié de prendre des cas de figure. Ah oui, 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 j'ai oublié de prendre des cas de figure, donc il y a peut-être encore des cas de figure que j'ai pas traités. Je viens de. Bah non, 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 j'ai fait tout ce qu'il fallait. Excusez-moi, j'ai eu un bug, hein, voilà, comme beaucoup de gens peuvent avoir des bugs devant un sujet, bah, exactement. J'ai eu un bug, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai pas loupé des possibilités, mais je crois pas en avoir loupé, hein. Non, je pense pas. Ok. Ok, donc je reprends. Je pense qu'apparemment, une bonne stratégie, c'est de dire, quand Alice va ajouter un 1, je peux tout de suite mener cette donnée à 2. Il y a deux possibilités, à vrai dire. Je peux très bien tous les ramener à 1, et puis après, mais le problème, c'est que si je les ramène tous à 1, il y a moyen que Alice puisse faire demi-tour, hein. Et ça, on l'a pas fait d'ailleurs. Je suis en train de me dire qu'on l'a pas fait. Oui, on l'a pas fait. Ah, donc j'ai bien. Non, si je l'ai fait. Si on l'a fait? Non, on l'a. Oui, donc, oui, alors, attendez, j'ai réfléchi 2 secondes. Parce que là, du coup, mon problème, c'est que comme j'ai fait un arbre, on voit pas trop toutes les données qu'on a parcourues. Et là, c'est un peu embêtant. Ok, je pense que j'ai mal fait mon dessin. Donc si, j'ai bien loupé un truc, j'ai mal fait mon dessin.
J'ai mal fait mon dessin. Parce que rien n'empêche, par exemple, voilà, là ça se voit pas, mais rien n'empêche, par exemple, de dire bah, Alice fait ça, donc Alice fait ça, bah, Bob fait ça, puis après Alice fait ça. Et là on est perdu. Vous voyez, parce que là on va pas avoir trop le choix de devoir augmenter de 1, vu qu'on peut pas faire 1, 1. Donc on va devoir descendre. Donc ouais, il y a des endroits où j'ai mis une flèche dans un sens, mais en fait je pouvais le faire dans l'autre sens, parce qu'il y a moyen de ramener sur une donnée qu'on n'avait pas parcourue auparavant. Et du coup, ça échange le rôle de Bob et Alice, et on se retrouve dans une situation où c'est Alice qui gagne. D'accord. Donc une situation où Alice gagne, donc c'est bien ce qui me semblait, j'ai bien loupé des trucs. Donc voilà, là si j'avais Alice, Bob, Alice. Mais bon, c'est pas grave, là dans ce diagramme, on voit quand même très vite une stratégie qui a l'air de fonctionner. Alice, Bob, Alice. Qu'est-ce que j'ai dit? J'enlève un en fait. Alice peut enlever un en fait. Donc là, si elle enlève un, c'est un peu foutu. Donc si elle enlève un, on va avoir ça. Après 2, 0, on n'a pas trop le choix. 2, 1, on va pas avoir trop le choix. Donc ouais, c'est bien ce qui me semblait. En voulant faire un graphe pour voir un peu toutes les possibilités, je me suis fait avoir. Donc 2, 1 et 2, 2. Et là, sur ce coup-là, c'est Alice qui gagne. A, B, A, B. Attends, j'ai loupé un choix ou quoi là? A, Alice, Alice, Bob, Alice, Bob. Ah non, ça change rien? Bob, Alice, Bob. Attendez, j'ai raté un truc. Alors Alice, Bob. Oui, mais c'est parce que c'est pair. Oh, je suis bête. Ah, ok, ok. Donc ça marche en fait. Donc Alice, Bob, Alice, Bob. Ah oui, d'accord. Ok. Non, bah non, je suis bête. Ok, bah dans tous les cas, Bob gagne alors. Ok. Ok. Bon, en tout cas, il y avait une possibilité que je n'avais pas pris en compte avant et je la vois que maintenant. Bon, bah c'est tant mieux. Mais je pense qu'il y a une stratégie relativement claire qui a l'air de se dessiner, notamment quand on regarde le chemin que j'ai fait, le chemin que je fais ici. Parce que quand on regarde ce chemin-là, donc on voit que Alice, de toute façon, elle n'a pas le choix. Elle doit ajouter un quelque part. Mais si elle ajoute un, bah après moi je peux décider de mettre 2. Et là, bah Alice n'a pas trop le choix que de devoir mettre un quelque part ailleurs, quelque part ailleurs. Elle n'a pas le choix. Là, dans cet exemple, c'est très clair, elle n'a vraiment pas le choix, il faut qu'elle mette le 1 dans le 0 qui était encore présent. Parce qu'elle ne peut pas redescendre le 2. Si elle redescend, elle va se retrouver avec un code qu'on a déjà eu. Donc je pense que là, c'est clair. Et du coup, donc là, une fois qu'elle a fait 2, ok. Donc si on fait 2, elle n'a pas le choix, elle va devoir faire 2, 1. Et là, il y a une question qui se pose. Il n'y a peut-être pas tous les cas où elle va gagner, où Bob va gagner, hein. Je pense qu'il n'y a pas tous les cas. Ou alors, est-ce qu'il faut maximiser le nombre de 1? Bon, ça me paraît un peu bizarre, hein. Non, moi je pense qu'il y a un monde où peu importe la stratégie, Bob gagne, finalement. Il y a un monde où la stratégie de Bob, peu importe ce que fait Bob, gagne. Bob gagne. Pourquoi? Bah parce que la somme des données que Bob va avoir est impaire. Je pense que c'est ça la clé. La somme des données de Bob va être impaire, et donc forcément, comme on n'est pas un code maximal, cette somme de données étant impaire, ça veut dire qu'il y a forcément un 1 quelque part, et ce 1, bah, il peut décider de le bouger en 0 ou en 2. Et je pense qu'il y en a au moins un des deux. Ouais, après, j'arriverai pas à justifier pourquoi il y en a un des deux qu'on peut pas, qu'on peut toujours choisir. Ça, par contre, c'est pas très clair. Parce qu'il y a trois codes, du coup, si je joue. Ouais, moi, je pense qu'il y a un monde, peu importe la stratégie que Bob fait, Bob gagne. Et je pense qu'il doit y avoir une raison du style. Bah, peu importe la donnée avec laquelle je vais m'en trouver, il va y avoir quelque part où un 1. Et pour ce 1 là, bah, soit je vais vers 0, soit je vais vers 2. Et bon, bah, pour arriver à ce code-là, bon, soit j'ai changé une donnée ailleurs. Et dans ce cas-là, si j'ai changé une donnée ailleurs, ah non, je peux pas assurer qu'il y a 0,2. Ouais, bon, ça a l'air très compliqué quand même à justifier.
Ouais. Bon, c'était quel problème? C'est le problème A3. Bon, j'aimerais me donner un peu de temps pour parler des autres problèmes. Donc on va regarder la correction du coup. Bon, c'était pas mal hein, comme truc. Je le trouve rigolo ce problème-là. Il est assez rigolo celui-là. Bon, pareil, je vais zoomer pour essayer de pas trop regarder, hop, la résolution de l'autre. Donc, Bob has a winning strategy pour tout n. Ok, donc si on considère le graphe de sommet 0, 1, 2, puissance n, sauf 0, 0, 0, avec une arête entre deux... Donc en gros, ils ont pris le graphe que j'ai proposé. Ils ont fait le graphe que j'ai proposé, donc très bien, donc c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais on enlève le 0, 0, 0. Ok. Mais ils ont pris exactement le graphe que j'ai dessiné pour n égale 2. C'est juste qu'il faut enlever les flèches, il faut enlever l'orientation des flèches. Et en fait, on est en train de faire un parcours de ce graphe. Ah, mais oui. Donc on considère un perfect matching. Donc bon là par contre ça demande à avoir un peu de connaissances quoi. Mais je pense que c'est une question peut-être finalement de parcours eulérien, hein. C'est tout simplement un parcours eulérien, c'est ça que vous êtes en train de me dire là? Peut-être ça, hein. Ok, c'est un parcours eulérien. Bon alors un perfect matching ça consiste à une collection de P, une collection de P d'arêtes de G pour lesquelles each vertex exactly once. Contain each vertex exactly once. Ok. Donc ouais, donc c'est une partition, grosso modo, bon c'est pas une partition, mais c'est un sous-ensemble tel que bah, les arêtes permettent de partitionner cet ensemble de sommets. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Donc en fait, vous avez votre graphe et ce que vous allez prendre, c'est un ensemble d'arêtes de façon à ce que les arêtes ont des extrémités, enfin n'ont pas d'extrémités communes avec les autres arêtes. Voilà, globalement c'est ça, avoir un perfect matching. G leads to a winning strategy. Donc, ok. If Alice last move has a vertex V, Bob moves to the vertex W ou P perfect matching. Ok. This maintains the condition that before every move by Alice, the unused vertices still admit a perfect matching contained in P. Ah, donc en fait, là, on se donne donc si je dois traduire un petit peu, on se donne en fait un ensemble d'arêtes qui forment donc un perfect matching. Et à partir de cet ensemble d'arêtes, eh bien, ce qu'on fait, c'est que peu importe cet ensemble d'arêtes, ce perfect matching, apparemment, ça donne une stratégie gagnante pour Bob. Et l'idée, c'est que peu importe ce que va faire Alice, quand on va arriver au sommet V, on va choisir un move qui suit l'arête qu'on a choisi dans notre perfect matching. Donc techniquement, si je regarde un peu... ouais, alors attendez, je vais essayer de me remettre sur le graphe que j'ai dessiné. Donc ils ont vraiment pris le graphe que j'ai dessiné, c'est juste qu'ils ont enlevé 0, 0. Donc je vais garder le T5 que j'ai là. Mais ils ont enlevé 0, 0. Et ils ont fait un perfect matching là-dessus. Donc j'imagine que tu as peut-être ça par exemple. Je vous fais un exemple de perfect matching juste pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, je peux prendre cette arête là par exemple. Je pourrais prendre cette arête là. Et je pourrais prendre cette arête là. Je pense que ça me paraît pas trop mal. Et donc, ce que je peux faire, c'est la chose suivante. C'est de dire, bah ok, disons que Alice a décidé d'aller là. Donc ouais, je le fais en bleu comme ça on va pouvoir le voir. Donc en partant de 0, elle va vers ici. Et là, bah, nous, notre stratégie, enfin en tout cas la stratégie de Bob, c'est de suivre l'arête, la perfect matching là, et de dire bah, je vais suivre cette arête là, obligatoirement. Donc après, bah, là, on suit ici, puisque Alice de toute façon n'a pas trop le choix. Et après, on reçoit un perfect matching, donc on va passer par là. Là, Alice, elle a le choix entre deux trucs. Donc moi, je peux très bien, elle peut très bien aller par là, par exemple. Là, je vais resuivre un perfect matching. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ce perfect matching, c'est le seul choix possible. Moi, je vais là. Et puis après, on va ici. Voilà. Et en fait, en faisant ça, bah, on est assuré qu'à chaque étape, enfin, le perfect matching va permettre d'assurer qu'à chaque étape, on peut choisir cette trajectoire en fait. En suivant ce que va proposer de faire Alice, il y a un moment donné, bah, on va réussir
Donc c'est pas vraiment un parcours eulérien, parce que bon là l'exemple que je vous ai donné c'est un parcours eulérien. On a fait un parcours sans jamais passer deux fois par la même arête, un parcours de, enfin sans passer deux fois par le même sommet même, un parcours de tout le graphe. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc oui c'est un parcours eulérien ce cas-là, mais elle aurait très bien pu choisir en fait, elle aurait très bien pu choisir d'aller là, là, et ensuite ici d'aller vers 1, 2, et moi j'aurais choisi quand même d'aller dans le perfect matching. Et là j'aurais trouvé une façon beaucoup plus rapide de gagner. Ok. Je me demandais juste si ils avaient justifié un peu plus avant que je passe au problème suivant. Est-ce qu'ils ont justifié... Non, ça c'est à 2. Est-ce qu'ils ont justifié un peu plus le truc? Donc voilà, il suffit de sortir un perfect matching de G. Il y a autant de manières... Enfin, il y a beaucoup de façons de le faire. Par exemple, pour chaque sommet V, on trouve le premier zéro. Donc en fait, oui, c'est ça. Donc après, on peut se donner une règle particulière pour avoir ces perfect matching. Donc là, en l'occurrence, ils en donnent une ici en disant on trouve un zéro dans notre sommet V et W, bah, c'est celui où on échange un 1 avec un 2 dans la position ou un truc comme ça, quoi. Donc ok. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt rigolo. Ok. Ta. Et après, il faut juste vérifier qu'avec ce matching, ça marche, quoi. On n'est pas obligé de faire tous les matchings, mais juste un seul matching, ça marche. Bon, très bien, ok, rigolo, rigolo comme truc. Bon, ouais, on n'a pas autant de temps que pour le sujet. Normalement, je crois que c'est 4. Est-ce que c'est 4 heures? Je crois que c'est 4 heures. On a 4 heures pour réfléchir à chacun des problèmes du sujet A, par exemple, ou chacun du problème du sujet B. Ici, en 1 heure et demie, ça va être un peu compliqué, là. On a fait 3 problèmes, il reste 3 problèmes, on a encore 30 minutes. Ça va être un peu compliqué, mais bon, bref. Je pense que c'était une bonne idée d'essayer de se dire on va faire les problèmes B la semaine prochaine, parce que sinon on n'arrivera jamais. Ok. Alors le 4, on demande à trouver une valeur minimale de K telle qu'il existe une matrice K fois K de réel avec A1, A2 2025 avec la propriété que AI, AJ est égal à AJ, AI. Si et seulement si IJ, I moins J, pardon, appartient à 0, 1 et 2024. Elle est pas très claire cette question. Ok, j'ai essayé de la traduire peut-être mot à mot, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu de mal. Donc trouver une valeur minimale de K telle qu'il existe des matrices K fois K allant de A1 jusqu'à A 2025, ayant la propriété que AI AJ commute, donc AI et AJ commutent si et seulement si I moins J appartient à 0,1. Donc il faut que la différence entre I et J, c'est soit 0, soit 1, soit 2024. Donc ça veut dire qu'en gros, on a envie... Alors, là, je vais balancer une connaissance. Je vous le dis, je vais balancer une connaissance. Là, ça peut nous faire penser à des groupes... Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait, en fait. Mais ça peut faire penser à des groupes de symétrie, genre de trucs. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Bon, après, ça... Ouais. Parce que là, 2024, c'est quand même beau. C'est quand même un peu fort, là. Mais ça me fait penser un peu à ça. Ça me fait penser un peu à ça. Parce que si je travaille avec SN, peut-être je vais vous parler un peu de ça, parce que mine de rien. Mais bon, je pense que c'est pas du tout ça, hein. Mais bon. En tout cas, quand je vois la condition, ça me fait penser un peu à ça. En disant, bah, si je regarde le groupe des symétries, donc là je suis en train de faire le problème A4. Si je regarde le groupe des symétries, il y a un moyen de le présenter sous la forme de produit de transposition, donc II plus 1, pardon, et avec des règles de tresse, hein, donc c'est ce qu'on appelle les formules de tresse, où on demande à ce que SI carré c'est égal à l'identité, que SI, SJ soit égal à SJ, SI pour tout I, J tel que la différence est plus grande stricte à 1.
Et on veut ensuite que on ait une formule de tresse. Donc c'est une présentation du groupe symétrique que vous connaissez bien. Donc c'est le groupe des permutations sur un n, qui peut être engendré en effet par les transpositions élémentaires. Donc là, les transpositions adjacentes, II plus 1. Et ces transpositions adjacentes satisfait à ces propriétés-là. Et donc quand je vois, je veux AI, AJ qui commute, etc., avec quelques conditions, ça m'a fait drôlement penser à ça. Même si, bon, je pense que ça va pas être ça du tout, mais c'est pas grave. Enfin, pas être ça du tout. Ouais, ça peut être lié un peu, mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que là, on veut que ça commute. Si et seulement si la distance est égale à 1, éventuellement. Donc 0, c'est évident, parce que bah, il faut... Enfin voilà, là, dans mon exemple, je veux l'identité, donc c'est assez évident, quoi. Euh, Mais par contre, le cas où i moins j est égal à 1, on veut que ça commute, là c'est quand même dans l'autre sens que d'un groupe symétrique, parce que généralement on veut que ça commute si la distance est assez grande. Donc voilà, ça m'a fait penser au groupe symétrique, là en voyant l'énoncé. Après, on veut une valeur minimale. Je pense qu'on n'a pas de conditions, c'est des matrices réelles, ouais. Donc on n'a pas de conditions sur les réels qu'on veut en jeu. Pas de conditions sur les réels, les réels qu'on veut en jeu. On veut 2025 matrices. Aïe aïe. Bon, évidemment que k égale 1, ça marche pas. D'accord, commençons par le truc le plus simple. K égale 1, ça marche pas. C'est évident parce que les réels commutent entre eux, évidemment. Donc non. Premier exemple, pas trivial, c'est k égale 2. Faudrait peut-être voir à quelles conditions est-ce que deux matrices commutent. Donc je pense qu'une condition pour que deux matrices commutent, ça devrait pas être si difficile à trouver. Enfin, on va avoir des équations qui vont apparaître, hein, des équations polynomiales en les coefficients des matrices qui sont en jeu. Ouais, j'aurais envie de faire ça, mais alors après... Là, comme ça, là, mon impression, c'est que k égale 2, ça va pas suffire, parce que j'imagine que les conditions vont être peut-être un peu trop strictes, et ce qui va se passer, c'est qu'il y a probablement un nombre de matrices plus petit qu'on pourrait assurer, mais à un moment donné, ça marchera plus. Je pense qu'il y a genre un truc de tiroir et chaussettes qui va apparaître et qui va nous dire que k égale 2, c'est pas possible. Parce que bah, il va y avoir, à partir d'un certain nombre de matrices, bah, un moyen de montrer que deux matrices qu'on voulait pas vont satisfaire la propriété qu'on veut. Enfin, ne vont pas satisfaire la propriété qu'on veut. On va avoir peut-être une commutativité entre deux matrices qui sont trop éloignées ou pas. Enfin, pas 2024, mais en tout cas qui sont trop éloignées. C'est pas très clair. J'avoue que là, j'aurais envie de croire que c'est k égale 3 parce que là, on aurait beaucoup plus de conditions. Enfin, on a. Ouais, enfin beaucoup plus. Ouais, on a un certain nombre de conditions, mais après, je vois pas comment on peut garantir une telle propriété là comme ça. Bon voilà, il fallait bien que j'arrive sur un truc où ça va être beaucoup plus difficile à trouver. Donc déjà A3, bon, j'ai eu quelques idées et c'est tant mieux, même si bon bah j'ai pas du tout pensé à perfect matching. Faut y penser ça. Vraiment penser à des trucs sur les graphes, ça demande de l'entraînement. Et bon c'est pas, je pense que c'était pas si évident pour n'importe qui. Là pareil, je suis sûr il va y avoir une astuce très très bête qui va permettre de résoudre le problème. Donc on va directement regarder la solution parce qu'il nous reste 20 minutes. Et je vais essayer de me garder 10 minutes pour les deux autres problèmes. Ça peut être pas mal. Donc ça c'est A1, A2, A3 et A4. Bon voilà. Ok, donc la valeur minimale c'est K égale 3.
Donc d'abord, on produit une suite qu'on préférerait, hein, de matrices de taille 3 x 3. Euh, D'accord, et après on étudie les applications linéaires associées. Donc on choisit les vecteurs unités. Donc on choisit des vecteurs unités, donc des vecteurs dont la norme est égale à 1, V1 jusqu'à V2025. Bon, d'accord. Dans des positions générales, donc c'est-à-dire non 2 à 2 collinéaires, non 2 à 2 coplanaires. Bon, ça je m'y attendais un petit peu, qui est une question de... J'y ai pas pensé avant, mais là en le lisant, je me rends compte que oui, ça paraît un peu logique de se dire je vais choisir une matrice aléatoire. Et choisir une matrice aléatoire, ça revient à la même chose que de se dire, bah tiens, je vais prendre des vecteurs ou des valeurs qui sont posées de manière générique dans l'espace. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait. Là, on veut vraiment que V1, V2, 2A2 ne soit pas, donc VI, VJ, 2A2 ne soit pas collinéaire, et VI, VJ, VK, à chaque fois, ne soit pas non coplanaire. Donc c'est un cas général, quoi. Interpreting the indices cyclically. Ok. Donc si AI, Unique Linear Transformation. Et voilà, c'est ça le truc bête. Ok. Donc le truc bête. Alors déjà, il fallait penser au fait qu'il fallait prendre des vecteurs et plutôt travailler les matrices comme des applications linéaires. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième ici, un peu astuce, c'est de dire bah, je vais prendre AI de façon à ce que VI soit vecteur propre pour l'avoir propre 1. Et ensuite, je veux VI-1 et VI plus 1 qui soient envoyés vers 0. Bon, ok. Donc déjà, voilà, ça assure une certaine commutativité sur ces matrices. Bon, d'accord, pourquoi pas. Ouais, sachant que, alors, comme ils sont en position générique, je vais quand même préciser ça, comme ils sont en position générique, quand je prends trois vecteurs et que je veux regarder une application linéaire en définissant l'image de ces trois vecteurs, eh bien je définis l'application linéaire, hein. D'accord? Là, on est en dimension 3. En dimension 3, il suffit de prendre trois vecteurs qui forment une base. Et là, en l'occurrence, en prenant trois vecteurs en position générique comme c'est demandé, donc c'est-à-dire avec ces propriétés qu'on a citées juste avant, forcément, on peut définir une application linéaire qui vérifie la propriété demandée. Donc apparemment, oui, on peut assurer des commutativités. Bon, d'accord. Ça vérifie peut-être un peu plus que ce qui est demandé. Bon, c'est assez technique, hein. Donc c'est assez technique. Il y a un jeu de diagonalisabilité, de réduction à vérifier apparemment. Je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails parce que sinon je vais vraiment manquer de temps. J'aimerais quand même vraiment essayer de finir vers 18 h. Ça serait quand même bien. Je vais juste voir la fin de la résolution. Ok. Bon, c'est pas... Ouais, c'était très technique. Donc un cas spécial de la construction, c'est que UI, UI transpose. Comme VI s'écrit UI, UI transpose. D'accord. On a UI et UJ qui sont orthogonaux et qui vérifient... qui sont orthogonaux si et seulement si on a cette propriété-là. Bon, d'accord. Bon. Ouais, pas trop convaincu. C'est pas évident. Je pense que celle-là, elle était vraiment pas évidente du tout. C'était peut-être un des problèmes les plus difficiles. Mais de toute façon, là, on va y aller en crescendo, hein. Donc bon, j'aimerais quand même me donner un peu de temps. Il nous reste donc A5 et A6 à faire. Et puis ben, on va se garder le sujet B pour la prochaine fois, hein, pour la semaine prochaine. Alors soit n un entier plus grand que 2, on considère une suite S, S1, Sn-1, où Si est égal à plus ou moins 1. On considère f de S le nombre de permutations A1 à n, tel que Si de AI-1 moins AI est positif pour tout I. Attends, quoi? Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Donc sachant que SI c'est un ensemble de signes fixés. D'accord. Donc SI c'est un ensemble de signes fixés et on veut que AI plus 1 moins AI soit du même signe que SI en fait. C'est ça qu'on veut. On demande pour quel n, enfin pour chaque n, déterminer la suite S pour laquelle f de S est maximale. D'accord. Bon, je pense qu'il faut faire quelques exemples déjà pour se saisir un peu du problème.
Bon, je pense que j'ai réussi à le traduire là correctement à l'oral. Alors, A5. Alors, on va commencer peut-être par n égale 2, parce que ça me paraît être le plus simple à faire. Donc, si je fais n égale 2, bon, bah, pour les suites de signes, je peux faire plus, moins, moins, plus et moins, moins. Et pour les permutations, bah, on n'en a que deux. On va avoir 1 envoyé vers 1, 2 envoyé vers 2. Et puis, on va avoir 1 envoyé vers 2 et 2 envoyé vers 1. Ok. Alors, je revérifie ce qui était demandé. Ah, dans les signes, il n'y en a qu'un seul ici. Mince, j'ai dit une bêtise. Il n'y a qu'un seul signe. Ok. Voilà. Donc là, il n'y a qu'un seul signe. Bon, je pense qu'on va pas voir grand-chose avec cet exemple. Ok. Donc si je prends le signe plus, ce que je veux, c'est donc que l'image, donc là, je sais pas, c'est sigma, et sigma 1, sigma 2. Et là, ce qu'on veut, c'est que sigma 1, enfin sigma 1 de 2 moins sigma 1 de 1. Bah, quel est le signe de ce truc-là? Donc là, sigma 1 de 2, bah, ça fait 2, et sigma 1 de 1, ça fait 1. Donc là, on se retrouve avec 1, et le signe est positif. Donc là, ça colle avec le signe en haut. Et puis l'autre, bah, sigma 2 de 2 moins sigma 1 de 1. Là, ça va faire moins 1. Donc là, ça colle avec le signe moins. Donc là, on se retrouve avec deux ensembles avec un seul élément, et donc on ne voit pas grand-chose. Voilà, très bien, on ne voit pas grand-chose. Et donc si je fais n égale 3, pardon, donc 3, ça fait 6 permutations. Je vais peut-être directement écrire les permutations. Donc 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Alors, c'est tous pour 1. Après, on a 2, 1, 3, 2, 3, 1. Et enfin, 3, 1, 2, 3, 2. J'ai dit 3. 3, 2, 1. Donc ça, ce sont les permutations pour n égale 3. Et les signes, bah, on a plus, moins, moins plus et moins, moins. Alors, si je regarde plus, on va essayer de s'amuser. Donc si je regarde alors donc AI plus 1 moins AI, donc là 2 moins 1, ça fait un truc positif, 3 moins 2, ça fait un truc positif, donc j'ai l'identité. Donc lui, il est là. En fait, c'est des descentes, hein. Je pense que c'est lié à quelque chose sur les permutations de plus général qu'on appelle les descentes. Et en gros, on est en train de demander à ce qu'il y ait un certain nombre de descentes qui apparaissent dans notre permutation. Donc ça, je pense que c'est un truc assez bien connu sur les permutations. Donc moi, ça me fait penser à ça, moi. Là, tout de suite, j'ai envie de penser aux descentes. Donc les descentes, c'est justement les moments où la soustraction entre deux éléments est négative, entre deux images est négative. Et il y a beaucoup de combinatoires autour de ça sur les descentes. Et je me souviens plus s'il y avait un résultat quant au nombre de permutations qui admettent un certain nombre de descentes. J'avoue que je ne sais plus. Il doit y avoir une propriété, mais j'imagine que les nombres de descentes. Donc là, par exemple, bah, je pense que j'en ai qu'un seul qui fait plus, plus. Puis pareil pour moins, moins, je vais en avoir qu'un seul. Donc je vais peut-être mettre des couleurs d'ailleurs. Moins, moins, je vais en avoir qu'un seul. Et par contre, plus, moins, je pense que j'ai lui qui. Alors, encore une fois, il faut que je change de couleur. Donc plus, moins, je vais avoir lui et il y en a un autre, c'est lui. Et puis moins, plus, ça va être. Mince, j'ai pas choisi la bonne couleur. Hop. Tac. Gna, 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 gna. Tac. On a lui et lui. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en fait, c'est en fait une question de compter les descentes. Et je pense qu'il y a une propriété qui dit il faut peut-être alterner un maximum les descentes pour maximiser, ce nombre, le nombre qu'on est en train de chercher. Donc là, en fait, le nombre qu'on est en train de chercher, c'est une descente par rapport à un signe donné, hein, mais en vrai, on peut ne pas se préoccuper du signe et juste compter les descentes. C'est vraiment ça, en fait. Et bah là, on a, pour ainsi dire, là, tout ça, c'est des éléments avec une seule descente, mais on a une question, enfin, comment dire? Donc là, on n'a qu'une seule descente, là, on a deux descentes, et là, on a zéro descente. Donc le nombre de signes, ça correspond au nombre de descentes. Et je pense qu'il faut trouver le nombre moyen de descentes qu'on pourrait avoir, et je pense que c'est là où on va avoir une maximalité. C'est en choisissant une règle de signe où on a un nombre de descentes moyens.
Bon là, avec cet exemple, on voit peut-être pas encore grand-chose, mais là, en tout cas, le maximum, ça a l'air d'être 2. Donc f de s ici, ça serait... donc f de s, là, ouais, donc si je devais écrire les f de s, hein, je vais peut-être les écrire vite fait en orange. Donc les f de s, là, j'ai 1, 2, 2, 1. Donc là, la maximalité de f de s, ça serait 2. Et je pense que si on essaie de s'amuser pour n égale 4, si par exemple j'essaie de dire, allez, on va essayer avec un seul moins. Donc si j'essaye avec un seul moins, quelles sont les permutations qu'on peut avoir avec un seul moins? Donc si je commence avec 1, je dois faire plus, donc je peux faire 2, mais je dois faire moins, donc je peux pas faire 2, il faut que je fasse 3, 2, et après il faut que je refasse plus, donc 4. Donc ça c'est un premier exemple, je peux faire 1, 4, 2, 3, ça marche aussi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec 1? Je pense que je peux pas faire grand chose d'autre, donc après je peux commencer avec 2. Là il faut que j'augmente, mais il faut que je redescende, donc j'ai 2, 4, 3, 1. Est-ce que j'ai autre chose? D'ailleurs 3, 1 c'est pas du tout bon ça. C'est 1, 3 d'ailleurs. C'est beaucoup mieux, parce qu'il faut que ça monte à la fin. Et j'ai pas trop d'autres choix. Ok, donc là pour... parce que là si je commence par 3 ça marche pas. Donc là pour ce signe là ça serait... là je pense qu'il y en a 3. Et si j'essaye avec... bah, je pense que ça va être pareil, si je fais moins, si je fais plus, moins, moins, j'imagine que ça va être la même chose. J'imagine que ça va être la même chose. Parce que là, plus, moins, moins... Ah non, plus, moins, moins, ça fait 1, 4. Ah, j'ai pas le choix. Si je commence par 1, il va falloir que je monte à 4 parce qu'il faut que je descende deux fois. Ouais, donc là, j'en ai qu'un seul pour ce signe-là. Ok. Mais peut-être avec un moins, plus, moins, ouais, donc c'est plutôt moins, plus, moins. Il faut que ça alterne. Il faut vraiment que ça alterne, en fait. Donc je pense que la maximalité va être atteinte si on alterne les descentes avec les montées, quoi. Je pense que c'est ça qui va se passer. Et probablement que la valeur max, ça va être n-1. Parce que vu comme c'est parti, pour n égale 2, j'avais que 1. Pour n égale 3, j'ai 2. Pour n égale 4, j'ai 3. Est-ce que c'est possible que ce soit n-1? Voilà, là je tenterai ça. Je dirais que c'est n-1. Et après, pour l'argument précis, j'imagine qu'il y a un argument du style si ça alterne pas, bah, il va falloir descendre deux fois et du coup bah, ça c'est une contrainte très importante sur notre dénombrement. Après oui, ça revient presque à compter des descentes quoi. Mais c'est pas tout à fait ça parce qu'en fait on précise l'endroit où on veut la descente. Et c'est là la difficulté à mon avis. Bon, je vais regarder la correction parce que j'aimerais quand même me donner un peu de temps pour le problème à 6. Sinon après je vais pas avoir le temps. Et ça serait quand même dommage. Hop. Alors A5. Voilà, bah voilà. Voyez, donc comme je le disais, on alterne le signe. C'est exactement ça. Donc il faut alterner le signe pour avoir la maximalité. For the convenience, permit n equals 1. Collapse, un petit sequence. Ok. Donc les permutations, tac tac tac, we refer to the unique. Ok. Descent pattern, bah voilà. Donc c'est ce que je disais. Donc ouais, je vais peut-être juste lire un peu quand même en français parce que oui, c'est vrai que attention, je suis anglophone un peu, mais enfin, je suis anglophone, mais du coup, je fais pas attention aux gens qui sont pas anglophones dans le public quand même. Donc ouais, ce qu'ils sont en train de dire, c'est en effet, il faut alterner les signes pour avoir la maximalité. Pour rendre les choses plus agréables, on considère n égale 1 et on dit qu'il n'y a pas de suite pour n égale 1. Donc ça ferait 0, f de s égale 0 en maximal. Et du coup, pour une permutation à un n, on ramène la suite S1, Sn-1 associée. En fait, donc on fait l'inverse du problème. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris la permutation, puis j'ai changé le truc en disant je vais regarder les suites de signes. Et c'est exactement ce qu'on appelle le pattern de descente. Donc voilà. Et on compte en fait, f de s compte le nombre de permutations avec une pattern enfin, une descente de pattern donné. Donc là, le nombre de permutations tel que AN. Donc là, ouais, on va compter le nombre d'éléments qui vérifient le pattern S. Et en plus de ça, on veut que AN égale J. Donc voilà, bon, après, il y a du dénombrement assez évident parce que J va du coup donner comment dire, une partition de l'ensemble des permutations qu'on veut regarder. Papapapapam.
Et après, moins S, we have the bijection on account of the bijection. Ok, donc en fait, on peut faire la bijection entre certains comptes de signes. Donc là, c'est le compte de signe de S avec moins S en fait. Hein, donc juste en changeant le signe de tout le monde et le changement de signe juste ramène à finalement euh, échanger la valeur AI par N plus 1 moins AI. Globalement, c'est ça l'idée. Donc ça permet de changer en fait une descente en une montée et une montée en une descente, cette opération. Tout en préservant la propriété je vais y arriver, d'être une permutation. Voilà, donc on peut juste se restreindre au cas où on a le premier qui est positif, j'imagine que c'est ça que ça veut dire. Donc ouais, c'est très technique, je vois. Donc Fs est strictement positif. Bon, je lis très rapidement parce que j'aimerais quand même me donner un peu de temps pour Et là, je sens que le temps me file un peu entre les doigts là. Puis en plus de ça, la batterie de l'ordinateur commence à affaiblir. Je vais regarder combien de temps il me reste sur l'ordi, ça va pas le faire. Est-ce que tu peux me dire combien de temps il me reste? Ouais, bon, j'ai à peine une trentaine de minutes, donc bon. Ok. Donc il y a toute une justification pour dire que la valeur maximale est atteinte pour l'alternance. Bon, après, ils disent pas à combien c'est égal, je crois. Je sais pas si c'était le but, mais ils disent pas à combien c'est égal. Bon, ils donnent une référence sur les permutations. Ok, cool. Très bien. Très bien. Bon. On essaiera d'y revenir un petit peu quand même sur les problèmes de A la prochaine fois, mais c'est vraiment que là je manque de temps, donc je peux pas me permettre de passer trop de temps sur chacun des problèmes. Puis de toute façon, je pense que c'est mieux parce que après, sinon, ouais, c'est vrai que de toute façon, ça va durer très longtemps sinon. Et puis là, pour l'ordinateur, comme je l'ai pas branché la batterie pour pouvoir me permettre d'avoir le micro et la caméra, surtout la caméra, bah, du coup, j'en paye un peu les frais. Bon, on va réfléchir un peu sur le A6 et puis on arrêtera là-dessus. Donc pour A6, B0 égale 0, Bn plus 1 égale 2 fois Bn carré plus Bn plus 1, K plus grand que 1. Et on veut montrer que B2K plus 1 moins B2 fois B2 puissance K, hein, c'est des puissances, hein, est divisible par 2 puissance 2K plus 2, mais pas par 2 puissance 2K plus 3. Donc autrement dit, la valuation 2 addict de cette soustraction, c'est 2 puissance 2K plus 2. Ok, alors là, est-ce que j'ai une idée comme ça sur A6? Waouh. Moi, je vois un truc polynomial de degré 2, je me dis... Parce que là, il y a Bn carré. Je sais pas à quel point c'est utile ça. Euh, Waouh. Bon, je suis un peu pris par le temps malheureusement, ça m'embête. J'aimerais bien passer plus de temps dessus. Voilà. J'imagine qu'il faut commencer à écrire les premiers termes. Donc là, par exemple, si j'écris B1, à quoi ça ressemble? Bah, B1, c'est juste 1. Après, B2, ça va être 4. B3, ça va être... là, il faut que je fasse avec 4. Oh là, c'est embêtant, là. Bon. Là, comme ça, feeling, je pense que ce truc-là, ça doit pouvoir s'écrire en fonction des termes qui vont apparaître dans la suite, là. Donc j'imagine que une bonne, une idée rigolote, on va dire, ça serait de dire, bah tiens, j'ai Bn plus 1 moins Bn qui s'écrit 2 fois Bn carré plus 1. Et après, je vais faire une somme télescopique. Voilà, je vais faire une somme télescopique et je vais pouvoir avoir BK qui va s'écrire comme une somme de 2 fois Bn au carré ou un truc comme ça. Ce qui va permettre de me faire sortir un fois 2. Et après, bah, je sais pas trop quoi faire. Voilà. Après, je sais pas trop quoi faire. Et malheureusement, je manque de temps, donc. Bah écoutez les gars, je vais regarder la résolution, hein.
Et bon, on se donnera peut-être un tout petit peu plus de temps la prochaine fois. De toute façon, le faire en 1 heure, c'était mission quasi impossible. Ah yes, ouais, bah ouais, bah ok, ouais. Alors là, on a Victor, mais après c'est de la congruence, quoi. Ok, c'est de la congruence. Youpi, ok. Alors vous voyez, en effet, on est en train de regarder la soustraction entre BM plus 1. Voilà, donc il y a du, il doit y avoir du télescopage un peu partout là. Ok. Voilà, donc ouais, ouais. L'expression que vous voyez ici, c'est le télescopage, d'une certaine manière. C'est juste pas un télescopage partant de. Alors excusez-moi, il y a eu un petit bug. Ok. C'est pas le télescopage entier qu'on fait, mais c'est un télescopage jusqu'à un certain point. J'ai l'impression. Donc en effet, ça colle un peu avec ce que je commençais à faire. Mais bon, ouais, malheureusement, j'avais pas le temps de rentrer plus dans le détail du problème. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On pourra en reparler un petit peu, je pense, au prochain live. Je pense que ça sera pas trop du luxe. Et après, on dit quoi? Ok, par récurrence, on peut montrer que Bn congrue à n modulo 2 et Dmn congrue à 1 modulo 4. Ta, ta, ta. Car m est impair, bon d'accord. Et puis on écrit ça. Bon voilà, après c'est du calcul avec les coefficients qui ont été introduits juste avant. Donc l'évaluation de Hadik, c'est ce que j'avais repéré. On est en train de chercher une évaluation de Hadik. Ok. Ouais, puis après c'est que du calcul de congruence. Pas forcément très joli à faire. Il y a un produit un peu étrange à faire intervenir. Bon, là pour l'instant je vois pas trop. J'imagine que ça vient de là, hein, ça vient du calcul ici, mais bon d'accord. Ouais, bon. De toute façon, c'était sûr, hein, je vous l'avais dit, les problèmes vont en crescendo. On est arrivé au problème A6, donc évidemment, voilà, hein, c'est florilège de trucs un peu spécial, difficile à comprendre. Voilà. De toute façon, je vous avais prévenu que j'allais pas être capable de résoudre les problèmes, tout ça, évidemment, hein, c'est pas tous en tout cas, ou alors il faut vraiment plus de temps que ce que je ne fais là. Vraiment, j'ai pas. Voilà. Il y a à la fois, je me donne pas assez de temps pour attaquer les problèmes, c'est comme ça, et du coup, bah, je passe plus de temps sur les premiers problèmes, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous aura permis un peu de voir un peu les premières idées qui est bon à avoir devant ces problèmes. Et puis voilà quoi. Donc apparemment, il y a une autre solution très technique aussi sur de la congruence en jouant avec les polynômes. Donc c'est vraiment du calcul modulaire en fait finalement. C'est du calcul modulaire qui se cache derrière. Bon, ok, mais ouais, clairement enfin clairement difficile quoi, clairement difficile. Ouais, j'ai pas les réflexes. Et de toute façon, les gens qui se préparent Putnam, ils se préparent, mais alors plusieurs mois à l'avance, et ils se tapent plein de sujets à la chaîne. Moi, pour ma part, là, voilà, c'était une complète découverte. C'est la première fois que je me frotte à un sujet Putnam, juste pour voir un peu ce que ça donne. Je suis assez content de moi quand même, parce que j'ai eu des bons réflexes, mais ça aussi, ça montre qu'il faut avoir des connaissances bien au-delà d'un certain programme. Je pense que c'est assez clair. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là-dessus avant que mon ordinateur ne collapse, parce que bon, ouais, comme je vous ai dit, il est pas branché sur batterie. Bon, voilà, mais c'est un choix que j'ai dû faire parce que je voulais avoir le micro et la caméra, surtout la caméra, encore une fois, parce que c'est elle qui est branchée avec le câble Ethernet pour le live. Bref, bah écoutez, on se dit ça, la semaine prochaine, on reprend Putnam et puis on attaque le sujet B. On reparlera peut-être de deux trois trucs rapidement sur le sujet A, j'essaierai de me donner un peu plus de temps pour l'attaquer. Probablement qu'on commencera à la même heure, 16h30. Je pense qu'on finira peut-être un peu plus tard, juste histoire d'avoir vraiment le temps de discuter de tout ce qu'on veut sur le sujet. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça comme ça en live. Et en plus de cela, c'est la première fois que j'attaque un sujet concours Putnam. J'avais jamais fait ça auparavant, à part juste comme ça par curiosité de regarder un exo, mais vraiment de me lancer à attaquer un sujet sans l'avoir vu auparavant, sans rien avoir fait avant. Bah, c'est assez chouette comme expérience, je trouve. Puis bon, bah, je suis content quand même de réussir à m'en sortir, hein, mine de rien. Il y a des trois trucs, ça va. Je suis pas si mauvais. Je m'attendais à être beaucoup plus mauvais que ça.
Bon voilà, bah écoutez, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt, donc pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien donc, et voilà, à plus. Pas si mauvais quand même, je suis content. Mais bon, clairement, j'ai pas le... Il y a des trucs, j'ai pas le réflexe, c'est clair. J'ai pas le réflexe. Ça demanderait plus de temps, quoi. C'est clair. En 1 heure et demie, c'est chaud, quoi. Bah, c'est bien, je coupe. J'ai pas trop le temps maintenant de rester là-dessus. Vous m'en excuserez. Allez, tchuss tout le monde.